Alors, salam alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept de la classe Object de Java. Alors, la classe Object, c'est une classe Java qui se trouve dans le package java.language. Elle est fondamentale en Java. Elle représente la racine de la hiérarchie de toutes les classes. Chaque classe Java que vous la définissez vous-même, ou bien qu'elle fasse partie des bibliothèques standards de Java, hérite directement ou bien indirectement de la classe Object. C'est-à-dire en Java, toutes les classes héritent implicitement de la classe Object. Elle est située au sommet de la hiérarchie de Java. Ça veut dire que nous avons une classe qui s'appelle Object. C'est la superclasse de toute classe Java, que ce soit vos classes personnalisées ou bien les classes qui se trouvent déjà dans les packages Java. Alors, la classe Object ne possède pas une autre superclasse. Ça veut dire c'est la superclasse de toute classe Java et qui représente le sommet de l'hiérarchie des classes Java. Donc, cela signifie que toutes les classes Java, même si elles ne déclarent pas implicitement le mot extend object, héritent de façon automatique de cette classe de base. Alors, pourquoi Java a défini la classe object? Premièrement, pour représenter une superclasse universelle. Alors, Object fournit un comportement commun par défaut que tous les objets Java partagent. Donc, ils doivent hériter automatiquement et par défaut ces comportements de la classe Object. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle un héritage implicite. Donc, si vous ne précisez pas de classe parente avec le mot-clé extent, le compilateur Java considère automatiquement que votre classe hérite automatiquement de la classe Object. Nous avons aussi le troisième point qui est le polymorphisme. Donc, une variable de type Object peut référencer n'importe quel objet de n'importe quelle autre classe en Java. Grâce à quoi? Grâce à l'héritage. Donc, si je parle de polymorphisme, bien sûr que j'ai une relation d'héritage. Alors, une variable de type object peut être référencée n'importe quel objet de ces classes de phi. Et aussi, elles permettent bien sûr la réutilisation de code ainsi que la manipulation polymorphique des objets. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes, alors comme Java ou bien comme la classe Object, c'est une classe parente, donc et comme elle est là afin de maintenir la réutilisation du code, donc bien sûr que cette classe possède un certain nombre de méthodes. Donc cette classe définit plusieurs méthodes clés, dont certains sont destinés à être redéfinis. Donc on va utiliser le override dans les sous-classes pour personnaliser leur comportement. Alors nous allons commencer par la première méthode qui est la méthode toString. Alors, la méthode toString, c'est une méthode qui a été définie dans la classe Object. Elle renvoie une représentation textuelle de type string qui consiste à présenter deux parties séparées par un séparateur littéral tel que arrobas. Alors, la méthode toString retourne une chaîne de caractères de type string qui représente deux parties. Pour la première partie, consiste à représenter le nom de la classe de l'objet, ça veut dire le type de cet objet, précédé du nom complet de son package. Par exemple,
java.language.object. La deuxième partie, donc nous avons une séparation entre la première et la deuxième partie en utilisant le arrobas. Alors, la deuxième partie représente une représentation en format hexadécimal du code de hachage de cet objet-là. Généré par qui? Donc, il va être généré par la machine virtuelle Java. Il représente quoi? Donc, il représente l'emplacement de cet objet en mémoire. Ça veut dire, c'est une adresse mémoire sous forme hexadécimale de l'objet lui-même, ou bien de l'objet qui a invoqué cette méthode. Donc, est-ce qu'on peut redéfinir cette méthode toString dans les classes Java, ou bien les classes qui héritent d'une manière directe ou indirecte de la classe objet? Alors oui, donc elle est fortement recommandée pour un affichage lisible et pertinent de l'état de l'objet. La deuxième méthode, c'est la méthode equals. Donc equals prend comme argument un objet. Donc cette equals ou bien cette méthode permet de comparer si deux objets sont égaux. Le premier objet, c'est l'objet qui invoque la méthode equals, et le deuxième objet, c'est l'objet qui se trouve dans les arguments de la méthode equals. Alors par défaut, elle vérifie si les deux variables, ça veut dire les deux objets, référencent exactement le même emplacement mémoire. C'est-à-dire, on a une égalité de référence. Est-ce qu'elle est redéfinie? Alors oui, donc on peut redéfinir la méthode equals, souvent nécessaire pour définir une égalité basée sur le contenu ou les attributs des objets. Ça veut dire là, on est en train de comparer deux objets entre eux en utilisant l'état de chaque objet. Donc, si l'état du premier objet est identique avec l'état du deuxième objet, donc ici, on dit que les deux objets sont égaux. Nous avons la troisième méthode, c'est la méthode hashcode. Donc, elle renvoie une valeur entière, qui est un hashcode, représentant l'objet. Elle est utilisée principalement dans les structures de données basées sur le hashage, comme hmap, hset, etc. Si on doit, ou bien si on peut la redéfinir, alors oui. Donc, si vous redéfinissez equals, la méthode equals, donc ici, vous devez aussi redéfinir la méthode hashcode. Ça veut dire c'est systématiquement. Si je redéfinis equals, je dois également redéfinir automatiquement la méthode hashcode. Pourquoi? Pour maintenir le contrat général qui stipule que deux objets égaux doivent avoir le même code de hachage. Ça veut dire si les deux objets sont égaux par la méthode equals, donc les deux objets doivent retourner le même code hachage. Nous avons également la méthode getClass de la classe object. Donc, c'est une méthode final, donc comme si une méthode finale qui a été définie dans la classe mère, alors on ne peut pas redéfinir une méthode final dans une classe fille. Alors, donc dans ce cas-là, on ne peut pas redéfinir la méthode getClass dans nos classes personnalisées. Alors, cette méthode renvoie l'objet classe qui représente la classe d'exécution de cet objet. Nous avons aussi la méthode clone, donc crée et renvoie une copie de cet objet et elle est protected et nécessite que la classe implémente l'interface clonable. Ça veut dire ici, c'est une méthode protected et une méthode protégée qui nécessite l'implémentation d'une interface. Alors, est-ce qu'elle est redéfinie? Oui, si le clonage, bien sûr, est nécessaire. Nous avons aussi la méthode finalize. Donc, cette méthode, appelée par le garbage collector avant de détruire l'objet. Elle est
dépréciée ici depuis Java 9 et son utilisation est fortement découragée au profit d'autres mécanismes de gestion des ressources. Est-ce qu'elle est redéfinie? Alors non, on ne peut pas redéfinir la méthode finalise. Nous avons aussi les méthodes de, par exemple, wait, notifier, notifier all. Donc, ces méthodes sont final et utilisées pour la synchronisation des threads. Alors, nous avons ce qu'on appelle la communication entre les threads. Donc, ici, cette méthode ou bien ces méthodes ne sont pas, ou bien on ne peut pas redéfinir ce genre de méthode. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle l'impact de cette classe objet sur le polymorphisme et l'héritage. Comme il s'agit d'une classe mère, donc bien sûr qu'on a un certain nombre d'impacts sur les deux concepts de l'héritage et puis de polymorphisme. Alors, comme on a déjà vu, donc l'héritage, c'est le mécanisme par lequel une classe hérite des propriétés, que ce soit méthode ou bien champ, d'une autre classe. Alors ici, la classe object rend ce mécanisme universel. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle toute classe est un objet. C'est-à-dire que chaque classe que vous définissez hérite automatiquement ou bien implicitement ou bien implicitement ou bien explicitement de la classe object. C'est-à-dire c'est automatiquement n'importe quelle classe personnalisée va hériter de la classe object. C'est la seule classe qui n'a pas de superclasse. Donc la classe object ne possède pas une superclasse. Nous avons aussi l'héritage qui est automatique des méthodes de base. Donc, bien sûr, les méthodes de la classe object peuvent être soit réutilisées d'un code à 100% ou bien de redéfinir, c'est-à-dire on va redéfinir les méthodes dans les classes phi, que ce soit equals, hashcode, toString, etc. Alors, ici, personne. Donc, nous avons un exemple. Donc, nous avons une classe qui s'appelle personne, hérite de object, bien que on n'a pas mentionné ici le mot-clé extend object. Donc, si je définis classe personne, donc personne hérite automatiquement de la classe object. Et nous avons ici un champ qui s'appelle name. Nous avons ici le constructeur de notre classe personne qui permet d'initialiser la variable name. Et comme vous le voyez ici, donc nous avons redéfini la méthode toString pour fournir par exemple sa propre représentation. Donc ici, on ne veut pas que la méthode toString retourne le type de l'objet ainsi que son adresse mémoire. Par contre, on veut maintenant que cette méthode retourne l'état d'un objet de type personne. Donc, il faut savoir aussi que la notation override n'est pas une instruction pour effectuer la redéfinition, c'est-à-dire n'est pas une instruction qui sera traitée comme une simple instruction. Mais plutôt, c'est une déclaration d'intention de la part du programmeur. Et elle est toujours obligatoire pour la qualité du code. Donc, override, @override, c'est une annotation qui est obligatoire pour la qualité du code une fois que je veux redéfinir une méthode. Alors, cette notation ou bien cette annotation de override est essentielle généralement pour garantir la sécurité et la lisibilité du code Java. Elle agit généralement comme un garde-fou. Donc,
pour le compilateur lorsque vous l'ajoutez avant une méthode, donc vous lui signalez votre intention explicite de redéfinir cette méthode héritée d'une superclasse telle que object. Donc si vous faites une erreur dans la signature de la méthode, donc par exemple une faute de frappe, dans le nom ou bien dans la liste des arguments, ici le compilateur génère immédiatement une erreur de compilation au lieu de créer un bug silencieux qui par exemple, qui n'appartient pas à l'exécution. Donc, c'est une pratique de développement indispensable qui transforme des erreurs potentielles d'exécution en erreurs de compilation détectées plus tôt. Pour la surcharge et la redéfinition, ici, donc toujours on est dans le concept de l'héritage. Donc comme nous avons déjà vu, en ce qui concerne le surcharge ou bien le overload, permet de créer plusieurs méthodes avec le même nom, mais avec une signature différente. Alors, en ce qui concerne la redéfinition consiste à modifier le comportement d'une méthode héritée. Par exemple, nous avons la méthode equals qui permet de retourner un booléen true false si l'objet qui a invoqué cette méthode est égal à l'objet qui est dans la liste des arguments. Donc pour cela, on va utiliser if et on va utiliser le mot-clé instance of. Donc, instance of permet de retourner le type d'un objet. C'est-à-dire, si je mentionne que objet instance of personne, ça veut dire elle va retourner le type, ou bien si oui ou non, si objet est de type personne. Donc ici, si non, ça veut dire je vais comparer ou bien je vais vérifier si objet n'est pas de type personne, alors on va retourner false. Sinon, nous allons comparer ou bien nous allons transformer son type vers personne, vers un autre objet qui s'appelle P. Maintenant, on va appeler ou bien invoquer la méthode equals et on va vérifier si le nom de l'objet local est égal avec le nom de l'objet qui se trouve dans l'argument. Si oui, donc c'est bon, c'est-à-dire que les deux objets sont égaux. En ce qui concerne la surcharge ou bien overload, la classe object n'a pas de méthode surchargée, mais vos classes peuvent le faire. C'est-à-dire, on n'a pas de méthodes qui ont été surchargées dans la classe object. Voilà, donc en ce qui concerne le polymorphisme, alors le polymorphisme littéralement, comme on a déjà vu, désigne plusieurs formes qui permet de traiter des objets de différentes classes de manière uniforme via une référence de leur superclasse qui est une classe commune. Donc, l'impact majeur de la classe object sur le concept de polymorphisme de la programmation orientée objet réside dans le fait qu'une variable de type object peut référencer n'importe quel objet non primitif en Java. Par exemple, nous avons trois références, donc référence 1, 2, 3, qui ont été définies ou bien qui ont été déclarées par la classe object. Ensuite, au moment de la création de ces objets-là, par new, nous avons utilisé un constructeur
des 3 autres classes, respectivement string, integer et notre classe personnalisée. Donc ici, on parle de polymorphisme ou bien on parle de l'impact de polymorphisme en utilisant une classe object. Donc cela signifie que object agit comme un type, si vous voulez, fourre-tout ou bien ce qu'on appelle un type générique. Alors je vous remercie pour votre attention.